Dans les forêts et les campagnes de Pologne, la résistance, baptisée Armia Krajowa, ou AK, est maintenant organisée et opérationnelle. Elle s'entraîne, elle veut être le levier de la libération le jour venu. Et c'est elle qui va alerter le monde de l'inimaginable. Jan Karski, membre de l'AK, a gagné Londres en octobre 1942. Il raconte l'extermination des Juifs. Son rapport devient aussitôt un document officiel de la République polonaise. Et Karski est chargé de le faire connaître aux Alliés. Car il est entré clandestinement dans le ghetto de Varsovie avant de quitter le pays. Il a vu l'agonie, les enfants faméliques, les misérables trafics pour survivre, les rafles vers les camps de Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau. Lorsque Karski rencontre Roosevelt au mois de juillet 1943, le ghetto de Varsovie n'est plus. Il a été détruit après s'être soulevé au mois d'avril. Ceux qui restaient ne se battaient pas pour fuir, mais pour mourir là, plutôt que dans les chambres à gaz. Mais il n'est alors plus question que de gagner la guerre. À l'ouest, le premier débarquement a lieu en Italie. À l'est, fort des victoires de Stalingrad et Koursk, les soviétiques avancent à grands pas. À si grands pas que lorsque les chefs des trois grandes puissances se retrouvent à Téhéran fin novembre 1943, Staline est en position de force. Roosevelt et Churchill lui laissent les mains libres à l'est. Le sacrifice de la Pologne est implicitement inscrit dans leurs accords. Son leader, le général Sikorski, est mort quelques mois plus tôt dans un mystérieux crash d'avion à Gibraltar. Ses grandioses funérailles en Angleterre semblent emporter toute une époque. Elles ne présagent pas de la suite. Car pendant ce temps-là, la formation de structures communistes polonaises s'accélère en URSS. Le noyau d'un futur gouvernement polonais communiste est mis sur pied. Le Comité des Patriotes polonais. Il sera chargé de prendre le contrôle du pays au fur et à mesure de l'avancée des troupes soviétiques. Déjà, les blindés de l'armée rouge entrent en Pologne. Le scénario de Staline est en train de se réaliser. L'armée intérieure polonaise est prise de vitesse. Elle ne peut que marcher dans le sillage de l'armée rouge. À Vilnius, à Lvov, elle se bat à ses côtés. Mais à chaque fois, à peine la bataille terminée, le NKVD, police politique soviétique, désarme ses résistants polonais, les déporte ou les tue. L'AK combat avec les soviétiques pour la prise de ces villes, à la suite de quoi les soviétiques arrêtent, désarment, déportent ou liquident les combattants polonais de l'AK. À chaque avancée soviétique, les communistes polonais qui ont fait allégeance à Staline entrent en action. Un gouvernement pro-soviétique s'installe à Lublin le 22 juillet 1944. Tout s'accélère. Les troupes soviétiques poussent leur avantage jusqu'aux environs de Varsovie. Une occupation soviétique va-t-elle succéder à une occupation allemande? Pour l'armée de l'intérieur, il est urgent d'agir. Le renseignement de Staline lui dit que l'AK, l'armée de l'intérieur polonaise, est fin prête pour déclencher la bataille, que la situation est comme de la dynamite, disent-ils. En urgence, le 25 juillet 1944 à Londres, Mikołaj Tchik, qui a remplacé Sikorski, réunit son gouvernement. Décision est prise d'autoriser le chef de l'armée de l'intérieur, le général Bour Komorowski, à lancer l'action armée pour libérer Varsovie. L'ordre de lancer l'insurrection est venu directement du gouvernement en exil à Londres. À Varsovie, l'état-major de l'armée de l'intérieur a décidé quand et comment mener les opérations, mais n'était pas habilité à décider s'il devait y avoir une insurrection ou pas. Ça, c'était le rôle du gouvernement. Dans la plus grande improvisation, le Premier ministre part aussitôt pour Moscou tenter de convaincre Staline d'aider l'insurrection. C'est la mission de la dernière chance. L'armée de l'intérieur ne tiendra pas longtemps toute seule. La décision du gouvernement fait d'ailleurs débat parmi les officiers polonais. Le général Anders, commandant en chef du 2e corps polonais qui combat alors en Italie aux côtés des Alliés, est contre. Il écrit « Je suis catégoriquement opposé dans les conditions actuelles à une insurrection générale dont le résultat serait par la force des choses
l'échange d'une occupation par une autre. Mais Varsovie brûle de se battre. Le mardi 1er août, à 17h, son chef militaire, le général Komorowski, donne l'ordre de déclencher l'action armée. Nom de code, heure W. Le colonel Manter se souvient. En quelques instants, les rues s'emplirent de groupes de jeunes vêtus de vestes de sport, chaussés de bottes. Brusquement, la ville changea de visage. Les femmes, les vieillards disparurent, mystérieusement avertis, laissant la place à ces curieux jeunes gens qui allaient main dans les poches, habillés comme pour une excursion à la campagne. La première mission de l'armée de libération, quand l'insurrection a débuté, a été de dérober des armes et du matériel à l'occupant. Les soldats polonais portaient d'ailleurs des casques allemands sur lesquels ils avaient peint le drapeau national à la peinture rouge et blanche pour qu'on les reconnaisse. C'était un peu déroutant pour les civils qui n'étaient pas forcément au courant de tout ça et qui les prenaient parfois pour des Allemands. Quoi de plus normal, après tout, puisque tous leurs équipements, leurs tenues et leurs armes provenaient de l'arsenal allemand. Les Polonais n'ont pas la supériorité tactique, mais ils sont 40 000 combattants. Et les Allemands sont pris par surprise. Si le soulèvement concerne les 3/4 de la capitale, les Allemands se défendent dans une quarantaine de poches et gardent le contrôle des points stratégiques, comme les gares, les aéroports, les ponts. Les premiers jours de combat font près de 2000 morts, côté insurgés. La population se prépare à la riposte allemande. Elle arrache carreaux des trottoirs et pavés des rues. Elle dévisse les rails, sort les meubles, la terre et le sable des caves, et bâtit des barricades. Elle creuse des fossés qui feront chuter les blindés et permettront de se déplacer à l'abri. Tout le monde est volontaire. Tout le monde croit qu'il suffit de tenir quelques jours, le temps que le Premier ministre, encore à Moscou, convainque Staline d'envoyer ses troupes en renfort. Au tout premier temps du soulèvement, une organisation du quotidien se met en place. Sucre, semoule, produits de base ont été transportés à dos d'homme vers la vieille ville bientôt encerclée. Il y a de quoi tenir 3 semaines. La distribution des vivres s'organise. Et l'insurrection continue de se filmer. 30 000 mètres de pellicules seront réalisés. La première projection publique sera pour eux, comme un miroir tendu, au cinéma Palladium, le soir du 15 août. L'armée de l'intérieur s'est entraînée et préparée plusieurs années avant 1944. Elle comptait 300 000 soldats. Les armes et les munitions manquaient un peu, certes, mais il y avait une hiérarchie très bien organisée avec un état-major, des officiers et des troupes. Et ils étaient extrêmement disciplinés. La résistance, mobilisée depuis le début de l'occupation allemande, est prête. Elle a ses instructeurs et ses écoles clandestines pour apprendre à tuer. À Varsovie, il y a désormais beaucoup de volontaires prêts à se battre, mais pas assez d'armes. L'AK, coupé de tout ravitaillement allié depuis 4 longues années, a appris à se servir chez l'ennemi, et aussi à fabriquer l'armement. Ces ateliers intensifient la production. Par centaines, des armes de guerre célèbres sortent dans une version polonaise. Les obus et les bombes non explosées sont récupérés. On construit des mortiers, on improvise des lance-grenades avec des ressorts de suspension automobile. On coud des grenades. On se sert des tubes de canalisation pour faire des canons. Jan Jeżorowski, envoyé spécial du gouvernement en exil, raconte l'exaltation du moment. Soudain, une voiture blindée prise aux Allemands sur laquelle nos soldats sont montés apparaît au loin. J'aurais donné ma vie pour vivre cet instant. Ainsi, le 5 août, c'est aux commandes d'un char allemand, remis aux couleurs de l'armée polonaise, que les insurgés forcent l'enceinte du camp de travail de la rue Genscha.
Ces jeunes gens avaient volé un blindé allemand. Ils ont foncé droit devant, sur les portes du camp de travail, neutralisant les tourelles SS au passage. Et ils ont libéré les prisonniers juifs. Ces derniers, vous imaginez bien, se sont tous engagés dans l'armée de l'intérieur par la suite. Mais cette date, le 5 août, marque surtout le début d'une vaste contre-offensive allemande. Les unités SS remontent vers l'ouest, le long des rues Wolska et Gorczewska. Elles vont appliquer à la lettre les ordres venus du sommet. Varsovie sera un exemple. Le massacre commence.